Merci beaucoup et bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la présentation de ces éléments. Alors, avant d'entrer dans le vif des sujets, et il y en a beaucoup, je voudrais évidemment, au nom de notre groupe, saluer le travail que vous avez fait ces dernières années de présentation de ces documents budgétaires. Il y a quelques années, on avait remarqué le manque de lisibilité, de clarté des documents. Ça avait été souligné d'ailleurs par la Chambre régionale des comptes. C'est un travail que vous avez désormais fait en termes de lisibilité des documents et nous vous en remercions. Évidemment, merci au service de la ville. Vous l'avez beaucoup dit, je pense que c'est essentiel de ne pas oublier tout le travail qu'ils font pour préparer ces conseils municipaux et en particulier ces documents. Alors, cela dit, puisque ce débat fait partie des 10 points qui sont filmés et retransmis, j'aimerais préciser aux Nantériens que c'est un point important. Vous y avez passé du temps. Je vais moi-même y passer un tout petit peu de temps aussi parce que les orientations budgétaires, c'est quand même le moment de l'année où vous parlez de votre vision pour la ville, de vos mesures pour la ville, de la façon dont vous allez les financer et utiliser l'argent public. Donc c'est vraiment un des moments majeurs dans la démocratie locale où il nous est donné la possibilité de débattre et de s'exprimer sur les choix politiques que vous faites. Néanmoins, je vais essayer d'être la plus précise, concise possible en soulevant 3 points. 3 points d'étonnement, à vrai dire. Si ce n'est un tout petit peu de consternation même sur les 3 points que je vais soulever. Je suis étonnée par un manque global de stratégie, de plan d'action et de vision. Sur les 3 points que je vais vous donner, c'est-à-dire votre position sur la façon dont on va traiter la crise de la Covid-19 dans les mois qui viennent. Je vais y revenir. Le deuxième point, étonnement sur le manque d'anticipation et de stratégie concernant très concrètement l'équilibre, vos choix budgétaires, très court-termistes, sans vision à plusieurs années. C'est un point que Hélène soulevait sur le développement durable. On parle de 2021, on ne parle absolument pas de la façon dont on se projette dans l'avenir. C'est quand même dommage. Et le troisième point d'étonnement, c'est sur les thématiques que vous soulevez, prioritaires. D'ailleurs, il n'en a pas été question là. C'est dans le rapport, la mixité sociale, la tranquillité, la sécurité, le développement durable également, par exemple. Une litanie de mesures. Et là aussi, une absence totale de plan d'action à long terme. Je m'explique sur chacun de ces 3 points. Premier point, la situation dans laquelle on est actuellement, la Covid-19. C'est quand même l'actualité majeure du monde entier. Et là, vous venez de nous présenter un rapport, on n'en parle pas. Dans le document, on n'en parle pas. Alors, vous mentionnez évidemment le coût en 2020 pour la collectivité. C'est d'ailleurs, à mon avis, pas très clair et j'aimerais bien avoir des réponses plus précises sur les subventions, les dispositifs que vous êtes allés chercher pour financer cela. Il n'y a pas d'informations dans le rapport à ce sujet. Au-delà du coût, on a quand même eu une année extrêmement troublée. Il faut remercier le travail des agents municipaux, des bénévoles associatifs qui se sont mobilisés ces mois derniers pour être aux côtés des plus fragiles qui ont souffert. Là, on est en février 2021, on est loin d'en être sorti et on a des populations qui souffrent et qui vont souffrir dans les mois qui viennent. Et vous avez écrit, le seul point qu'il y avait écrit dans le rapport et dans les slides qu'on a vus, c'est, je cite, « un plan de relance à évaluer ». Encore à évaluer. Donc, à date, vous n'avez pas de plan de relance de la ville face à cette situation. C'est quand même étonnant. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire en 2021? L'année 2021, elle est entamée, pour accompagner les plus fragiles. Est-ce que vous allez augmenter, la question est légitime, le budget des associations? La réponse est non. Dans vos orientations budgétaires, le budget des associations n'augmente pas. Est-ce que vous allez, par contre, augmenter le budget des services, du fonctionnement des services de la ville? La réponse est oui. Je m'étonne. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, le point, c'est d'augmenter nos dépenses de fonctionnement, plutôt de donner des moyens aux associations pour travailler, de nouer un véritable partenariat avec les associations, dans une culture de contrat de partenariat entre elles et nous, pour que dans la période actuelle, elles soient aux côtés des plus fragiles. Je vous donne un exemple. Dans les semaines ou les mois qui viennent, il est possible que nous reconfinions. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas donner plus de place aux associations en les accompagnant et en mettant en place, en anticipant l'isolement, le confinement des plus fragiles, par exemple avec des dispositifs pour faire leurs courses? Ça s'anticipe. Qu'est-ce qu'on a envie de faire
dans les semaines qui viennent pour accompagner les plus fragiles face au risque, à la menace d'un reconfinement. Autre sujet d'actualité majeur, les jeunes, les étudiants. 40%, je l'apprends à personne, 40% de la population nantérienne a moins de 25 ans. 35 000 étudiants sur le campus, près de 35 000 étudiants théoriquement inscrits au sein de la ville à l'université. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Il n'y a pas un mot sur ce sujet-là dans le rapport, pas un mot. On aurait pu, je peux être long, mais il y avait des propositions à vous faire sur ce sujet. Par exemple, alors vous dites, je rétablis la vérité, vous dites on va embaucher 4 stagiaires par mois. Pas sûr qu'avec ça, on aide réellement les jeunes les plus, et encore plus les plus démunis. On aurait pu envisager un plan d'emploi étudiant. On aurait pu continuer de travailler sur cette dimension associative avec du bénévolat, en échange de crédits au CTS avec la fac, par exemple. Il y a plein de choses à imaginer et je pourrais continuer sur ce thème. Autre sujet encore lié à la Covid, le tissu de proximité, les commerces, les restaurants. Tous ces gens qui souffrent aujourd'hui, qui vont continuer de souffrir, certains n'arriveront pas sur le plan économique à s'en relever. Il n'y a rien dans ce rapport, là encore, pour leur venir en aide de façon anticipée. Encore une fois, un plan de relance. Tout dernier point lié à la Covid, des collectivités se mettent à agir dès maintenant, et c'est de l'argent qu'il faut prévoir, par exemple sur la surveillance des eaux usées. On parlait de développement durable tout à l'heure. Le sujet environnemental soulevé par la Covid-19 est majeur. Qu'est-ce que la ville prévoit et anticipe en matière de surveillance des eaux usées, par exemple pour les groupes scolaires? Ça aussi, ça se prévoit et ça se budgète pour monitorer la circulation du virus, par exemple. Alors, vous dites, monsieur le maire, que les populations défavorisées le sont, jusque dans l'accès même au vaccin. Et c'est vrai. Et effectivement, Nanterre risque de souffrir, plus que d'autres populations alentours, de la crise sociale, sanitaire, économique, psychologique liée à la Covid. Je regrette donc qu'il n'y ait pas de plan de sortie de crise, de plan de lutte contre la paupérisation. C'est, de notre point de vue, une occasion manquée. Alors vous allez me répondre 2 choses. Vous allez me répondre, je pense que Nanterre... Vous allez... Ah oui, mais je suis étonnée parce que ni vous, ni d'ailleurs l'adjoint en charge des finances n'a parlé de ces points-là. Vous n'avez pas dit, par exemple, que Nanterre, effectivement, n'avait pas attendu la crise actuelle pour agir auprès des populations les plus fragiles et que donc vous faites déjà des choses. Première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez dire que l'État nous a retiré, et ça par contre, vous l'avez dit longuement, une très large part de marge de manœuvre, alors que les Nantériens méritent encore plus d'attention de sa part. Et je conteste aucun de ces 2 points. Ce que je dis, c'est que si nous voulons nous donner l'ambition de ce plan de relance, d'un accompagnement plus poussé d'une population qui va souffrir encore plus que les autres, et encore plus dans les mois qui viennent, on ne se donne pas les moyens de vos discours et de vos ambitions là-dessus. Et j'en viens à mon deuxième point d'étonnement. L'absence de stratégie pour financer les moyens de vos ambitions. Je m'explique, et là, c'est très simple. D'un côté, vous l'avez bien dit, et pendant longtemps, encore une fois, on a passé les 3/4 de la présentation là-dessus, une baisse massive des dotations de fonctionnement et un dispositif de péréquation que vous jugez et qui peut paraître injuste pour Nanterre. Donc, les ressources diminuent. C'est un fait, et c'est un fait qui était prévisible. Et tous les ans, vous nous le dites. Donc, tous les ans, vous le savez. Tous les ans, ça continue. Donc, on pouvait le prévoir et ce n'est pas fait, ce n'est pas anticipé. Donc, les ressources baissent. De l'autre côté, les dépenses, elles sont plus élevées. Pendant le précédent mandat, elles ont continué de croître. Ça continue cette année. La dépense de fonctionnement de la ville, elle est largement supérieure aux villes de même dimension, de même strate. Donc, près de 1 000 € d'écart de plus par habitant à Nanterre que dans une ville comparable de la moyenne nationale, sans que l'on puisse mesurer ce que les Nantériens y gagnent en qualité de vie dans la ville. Donc les dépenses continuent de croître. Vous poursuivez une politique d'aménagement coûteuse, où la bétonisation reste le socle de vos projets. Tout ça est coûteux, tous ces programmes d'aménagement sont coûteux.
Et nous sommes en plus dans un contexte sanitaire, on l'a dit, qui va rendre indispensable de nouvelles dépenses. Donc des ressources diminuent, des dépenses qui vont croître mécaniquement. Et je ne vois pas de stratégie là-dedans pour trouver des marges de manœuvre à l'avenir et pour résoudre durablement, assurer durablement l'équilibre budgétaire de façon saine. Je suis étonnée parce que, comme on le dit d'année en année, la situation, elle est prévisible et vous préférez toujours, et je n'arrive pas à m'expliquer ça, vous victimiser. Donc je comprends qu'on tienne le discours à l'égard de l'État, de dire que leur politique est injuste à l'égard de notre ville. Je comprends ça parfaitement. Mais encore une fois, vous y passez un temps fou, là encore ce soir, dans tous vos discours, dans toutes vos interventions. Mais ce que les Nantériens ont envie d'entendre aussi, en complément, c'est ce que vous faites pour vous en sortir. On aimerait voir comment vous vous battez pour vous en sortir à long terme. Pas juste pour essayer de trouver des marges de manœuvre, là, à court terme, pour essayer de s'en sortir à long terme. Comment on anticipe cette dégradation de l'état de nos ressources? Il y a plusieurs pistes. Il y a la hausse de la fiscalité locale. Vous l'avez utilisée à 2 reprises lors du mandat précédent. Est-ce que c'est un levier que vous allez activer dans les années qui viennent? Il y a le recours à l'emprunt, ça vous le faites, mais ce n'est pas sain durablement à haut niveau. Et puis, plus durablement ou plus sainement, il y a la baisse des charges de fonctionnement de notre ville. C'est une recommandation forte de la Chambre régionale des comptes. C'est quelque chose qu'on se dit, qu'on vous dit depuis des années également. Et il donne des pistes dans le rapport de la CRC. On pourrait revenir à la lutte contre l'absentéisme, qui représente près de 8 millions d'euros par an. Par exemple, pour le travail municipal, le travail des agents, la durée annuelle du travail des agents, pareil, qui n'est pas alignée sur la durée réglementaire. Et là, c'est 3 millions d'euros d'économie par an. Et évidemment, un plan comme ça, en termes de ressources humaines, s'accompagnerait par quelque chose dont je n'ai pas vu de mot non plus dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est-à-dire un plan de montée en compétences et de formation des agents. Donc un vrai travail sur la masse salariale, sur la politique des ressources humaines qui est menée. Et puis le dernier point que vous pourriez activer, et là, pareil, il n'y a pas un mot, c'est une vraie stratégie de recherche de subventions auprès de l'État, auprès des collectivités, auprès de l'Union européenne, pour aller chercher des dispositifs de soutien, de subvention à la ville. Et je ne comprends pas là non plus pourquoi on n'y fait pas davantage recours. Je n'arrive pas à m'expliquer cette absence de politique de recherche de subvention qui pourtant est tout à fait légitime. Le troisième point, et je m'arrêterai ensuite là, troisième point d'étonnement, et je rejoins là le débat sur le débat qu'on a eu, plutôt sur le développement durable, sur le rapport du développement durable. On a une suite de mesures qui sont d'ailleurs qu'on vote, d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles. Il n'y a pas de sujet sur le fond de ce que vous présentiez, par exemple, tout à l'heure, la Maison des femmes, l'ensemble de politiques de rénovation, on peut voter, voilà. Mais où sont, à un moment donné, c'est le même sujet que sur le développement durable, où est la vision à long terme, le fameux agenda 2030, où sont les indicateurs pour les suivre, où sont les moyens d'évaluation et où sont les résultats sur un certain nombre de politiques. J'en prends 2. Vous parlez de la mixité sociale comme étant un objectif. Évidemment, personne ne peut contester le fait d'avoir la mixité sociale comme objectif. Et personne ne peut vous retirer le fait d'essayer, par la politique de construction, de logement, encore une fois, un peu trop proche d'une bétonisation de notre point de vue, mais une volonté d'inclure la mixité dans les programmes, ça existe. Est-ce qu'il y a une évaluation? Et je serais vraiment intéressée qu'on ait un échange sur l'évaluation des résultats de cette politique de mixité, au-delà simplement des statuts de logement. C'est-à-dire qu'en termes de qualité de vie, en termes d'école, est-ce que, par exemple, dans les écoles publiques de la ville, on sent une différence sur les indicateurs socio-économiques des familles, des bassins scolaires? Est-ce qu'il y a une évolution? Je vous dis ça parce que je rends en ce moment visite à l'ensemble des chefs d'établissement de collège de Nanterre qui ne constatent pas d'évolution. Alors peut-être est-ce un peu trop encore âgé, comme peut-être que les jeunes familles ont des jeunes enfants. Mais en tout cas, eux, de leur point de vue, il n'y a pas d'évolution. À part Jean Perrin, il n'y a pas d'évolution de la population de leur collège sur le plan de la mixité.
Donc, est-ce que mixité sociale rime avec vivre ensemble, avec augmentation de la qualité de vie? Est-ce que les Nanterriens pensent qu'aujourd'hui, cette qualité de vie et ce vivre ensemble se sont améliorés dans les dernières années, malgré les programmes de rénovation? Vous voyez, par exemple, au Petit Nanterre, je ne suis pas sûre. Tout dernier point sur le fond, vous parlez de la tranquillité comme un axe fort, je m'en réjouis. Ça fait longtemps qu'on en parle et c'est enfin un axe fort de votre politique en termes d'affichage. Dans la réalité, et là on peut sortir les chiffres, on est loin d'une politique d'ampleur. Par exemple, vous ne prévoyez que 2,9 millions d'euros en investissement pour cette deuxième priorité de la ville, soit moins de 2% de tout ce que vous prévoyez d'investir, là où vous prévoyez, juste pour comparer, 1,7 million d'euros pour des travaux de l'hôtel de ville. Voilà. Est-ce que c'est, en termes d'investissement, suffisant pour la sécurité et la tranquillité des Nanterriens? On peut se poser la question. En conclusion de cette intervention, beaucoup de mesures que vous exposez, je l'ai dit, sont bonnes. C'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est plus en termes d'orientation budgétaire, le manque de vision de sortie de crise pour les Nanterriens qui vont en avoir le plus besoin, une vision de nos politiques publiques à long terme, orientée résultat au service du public, et puis une vision durable de nos finances pour avoir à long terme, nous-mêmes, les marges de manœuvre de la politique sociale forte que vous avez la prétention d'afficher. Donnons-nous les moyens de pouvoir réussir par nous-mêmes, en jouant un petit peu moins peut-être les victimes et en regardant plus au sein de notre propre budget comment nous pouvons nous-mêmes dégager des marges de manœuvre beaucoup plus ambitieuses. Nanterre en est largement capable.